A priori, celui qui pose pas de problème, c'est celui dans lequel la donnée reste juste chez l'utilisateur lui-même. C'est celui qui est le moins sensible. Est-ce que, par ailleurs, quand on parle de data, et peut-être Virginie Gretz, c'est une question que vous vous étiez posée aussi et que vous avez poussé à renoncer à votre bracelet connecté, est-ce qu'il n'y a pas un problème de modèle économique dans la mesure où aujourd'hui on est plutôt encore dans des modèles d'objets qu'on achète, Weddings ou autres, et puis donc de revenus one shot, et après par contre de coûts d'exploitation dans la durée parce que la donnée est générée ensuite quotidiennement et que d'une certaine manière, enfin le service Weddings, la plateforme s'engage lui à l'opérer, à en donner, en extraire le sel gratuitement. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de modèle économique? Alors, si, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un sujet de modèle économique, mais qui est très lié aux objets connectés qui existent à l'heure actuelle, qui sont plutôt des objets... on a parlé de fitness, on a parlé de choses qui sont quand même c'est beaucoup du fitness, hein, essentiel, les trois quarts des objets connectés aujourd'hui. Donc on est sur des choses qui sont plutôt du nice to have et qui sont pas des objets, qui sont pas des objets vitaux. Il y a relativement peu d'incursions dans des sujets vraiment essentiels et vitaux tels que la santé. WeThings s'en rapproche, mais c'est vrai que ça suppose des agréments auprès de la FDA et de toutes les autorités qui font que beaucoup d'acteurs et beaucoup de startups restent relativement prudentes. Donc pour ces raisons-là, on est sur des modèles où on achète l'objet et où le service est gratuit. Je pense que quand on sera sur des sujets où on aura un produit qui sera vraiment essentiel, qui sera plus du nice to have mais du must have, qui sera comme par exemple les cardiofréquencemètres ou les objets que fait iHealth, une entreprise taïwanaise je crois ou singapourienne qui fait des objets qui pour le coup ont l'accord de la FDA. Ils sont vraiment des objets qui sont dans le domaine de la santé au sens non pas fitness mais vital. Là, on a une relation totalement différente où on peut imaginer que le service soit payant. C'est également, quand on est sur des sujets de sécurité, si on veut réellement un service qui est beaucoup plus sûr qu'un réseau de proches qui va entendre ou pas l'appel et qui ne sera pas forcément aussi dans la même circonscription. Donc, s'ils appellent le 17, ils ne tomberont pas forcément sur le 17 de la région. Là, effectivement, je pense qu'on est aussi sur des services qui peuvent être monétisables et c'est le pari qu'on fait. En tout cas, ce que vous dites sur le bien-être, on peut faire la même observation sur les applications domotiques aujourd'hui, ce qui est capteur de fumée, ce qui est détecteur d'ouverture de porte ou autre. Aujourd'hui, on est, me semble-t-il, encore plutôt dans des modèles de j'achète une fois l'objet, plus que dans un abonnement au service. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut d'abord une valeur d'usage très forte pour déclencher un consentement à payer un abonnement, et avec en contrepartie un passage, disons, d'une logique de best efforts à un service garanti. Alors je crois que c'est en train de changer. Je sais que par exemple un grand acteur de l'assurance est en train de travailler sur le sponsoring d'un objet connecté qui en offrant en échange un objet connecté lié à la domotique. Et donc en échange ils vont proposer un abonnement habitation qui sera sponsorisé. Donc on est en train d'évoluer. Encore avec ça? Non, c'est pas que ça. Mais donc il y a vraiment une évolution vers des modèles qui sont plus proches de ce qu'on connaît en France sur la téléphonie, où il y a un sponsoring du hardware et on paie un abonnement ensuite sur la data. Ludovic Lemonde, tout à l'heure vous disiez que progressivement votre chip allait s'installer dans des objets de la vie courante, alors qu'au départ vous étiez plutôt finalement sur soit des infrastructures, soit des choses qui bougent pas, de l'entrepôt, des équipements que vous surveillez. Maintenant vous accompagnez l'individu dans sur son smartphone, sur son décodeur, etc. Est-ce que là aussi ça vous amène à peut-être envisager différemment votre modèle économique et à aller vers des applications plus B2C Nous, tout d'abord, on est, encore une fois, j'ai illustré les cas d'application. Nous, Sigfox, on est encore une fois qu'un opérateur réseau. On fournit un tuyau pas cher, basse conso, etc. On ne rentre jamais dans les applications, on ne fera jamais de verticaux, on n'ira jamais dans la santé, dans l'automobile, etc. Par contre, notre technologie, le réseau aujourd'hui est utilisé dans tous ces verticaux-là. Donc pour moi,
L'enjeu de Sigfox, c'est de fournir le meilleur réseau avec la meilleure qualité de service. Et ça, on restera sur cette valeur de proposition très horizontale pour justement permettre à tous les acteurs de développer leur métier. On parle de plein de choses. On parle par exemple d'industrie 4.0. Comment faire en sorte qu'on améliore ses produits au quotidien sans avoir pour ça à dépenser beaucoup d'argent. Un exemple, qu'aujourd'hui on travaille avec un gros fabricant de piles. Aujourd'hui, on a quelques millions de piles connectées en permanence, dans lesquelles on peut voir typiquement la courbe de décharge de la pile. C'est une information qu'ils n'ont jamais, ça. Quand vous achetez une pile, vous êtes fabricant de piles, vous fabriquez votre pile, vous avez des tests en usine, puis après vous voyez, là aujourd'hui, ils vont voir en temps réel des millions de piles se décharger au quotidien, température, etc. On leur donne ces datas-là. Après, eux, ça va leur permettre de mieux concevoir ou mieux analyser leur process de fabrication, etc. Donc il y a tout ce que j'appelle moi industrie 4.0, tout ce qui est maintenance prédictive, etc., amélioration des produits, ça sont des choses sur lesquelles nous on va travailler, sur des API à valeur ajoutée de service, mais on restera toujours agnostique du métier. Et donc effectivement, il y a des objets bas de gamme, haut de gamme. Et pour moi, ça c'est un premier point. Après, le spectre qui est derrière tout ça et qui est fantastique, et qui permettrait peut-être à l'Europe de récupérer une partie du pouvoir de l'Internet, c'est de s'imaginer que qu'est-ce qui fait la force de l'Internet? Avec Google, c'est son revenu stream. C'est quoi? C'est de la pub. Et la pub parce qu'il indexe votre profil à travers votre navigation sur votre mobile Android ou sur Internet, etc. Ça, c'est le corps, la clé du système. Après, le reste, c'est pas clé. Mais donc, comment faire demain pour récupérer cette pub sur des serveurs, sur des boîtes européennes? L'Internet des objets, ça démarre. On aura plus de profiling. La CNIL, effectivement, va peut-être bondir son siège, mais on aura plus de data qui profileront notre quotidien en temps réel, savoir si on voyage seul, avec des enfants, avec des collaborateurs, etc., pour vous donner de plus en plus précise. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est de vous profiler le mieux possible avec vos objets qui vous appartiennent, qui vous entourent, et capable de vous donner de la pub de plus en plus profilée. Et le business model, à la fin, c'est ça. Et c'est là qu'il y aura le revenu stream le plus important. Donc comment aller de la situation d'aujourd'hui à cette situation-là? Il y a des étapes à parcourir, mais à la fin, l'enjeu, c'est ça. C'est de reprendre cette profile des individus pour pouvoir vous pousser de la pub la plus adaptée possible. Pardon, je reviens du coup à ma question. Dès lors qu'il y a une massification des objets qui utilisent votre réseau, et encore une fois, son implantation son utilisation par des terminaux qui accompagnent l'individu qu'il a sur lui, sur son smartphone, bracelet, montre ou autre, ça veut dire que vous voyez passer des tonnes d'informations sur son comportement, sur sa consommation, sur ses habitudes. Et c'est là, avec l'analyse que vous venez de faire sur la pub, est-ce que vous n'êtes pas tenté d'ajouter un deuxième bras à votre métier d'opérateur qui serait lié à l'exploitation de ces data? C'est un peu tôt pour en parler, hein. Mais pour l'instant, on déploie un réseau bas débit, basse conso. Mais effectivement, les opportunités de business qui se voient derrière sont quasiment infinies. Mais on ne peut pas dévoiler ce que va faire Sigfox dans les années à venir. Mais une fois que le réseau sera en place et qu'on sera un standard de facto, c'est l'enjeu aujourd'hui des mois et quelques années à venir. Après l'enjeu, c'est de ramener la pile de valeur au-dessus, tout en restant dans le tuyau. Mais le tuyau, il peut prendre énormément de valeur au fil du temps, tout en restant agnostique des métiers. Et là-dessus, il y a quelques plans, bien sûr, qui arrivent, mais je ne peux pas en dire plus maintenant. Et peut-être, Laetitia, s'agissant de ConnectLinks, par votre implantation, d'abord le fait que vous êtes fournisseur de technologie et que vous n'opérez pas en direct les services qui sont donc déployés par les musées, vous êtes resté un peu en dehors de ce business de la data, du suivi du comportement, du suivi de l'individu? Alors non. Je peux donner un exemple très concret de la façon dont finalement les données améliorent encore le service qui est délivré à l'utilisateur. On travaille avec la ville de Bordeaux où on équipe à la fois on a équipé les arrêts de bus de ces petites puces et les bus eux-mêmes. Et en fait, par le trafic qui est généré par l'utilisateur lorsqu'il va chercher de l'information en se connectant à ces puces, on récupère à la fois des informations sur le nombre de gens qui se sont connectés à un arrêt ou qui se sont connectés dans un bus, et ce qui donne des informations à la fois sur où se trouve le bus et combien de personnes ou quelle population on prédit si le bus est plutôt très chargé ou pas très chargé. Donc à partir de ces informations de trafic,
on arrive à fournir à notre client des informations des informations prédictives et qui vont permettre d'informer les gens sur attends le prochain bus parce que celui qui arrive est très occupé ou tel bus se trouve à telle position. Et d'accord, donc ça revient. Alors c'est du in, out, in, quelque part, où l'utilisateur va chercher une information, monte à un serveur des informations de j'ai utilisé ton service, donc je suis à l'arrêt de bus ou je suis dans le bus numéro 85 à telle heure, et en retour, il va récupérer des informations qui vont lui dire, eh bien, le prochain bus à ton changement qui arrive, voilà, ton changement, il va arriver dans 2 minutes. Vous disiez, on récupère de l'info, c'est vous qui opérez pour la ville de Bordeaux en l'occurrence, ou est-ce que donc ça on a une plateforme en mode SaaS, c'est-à-dire que pour l'ensemble des villes avec lesquelles on travaille, effectivement, on délivre l'information sur le téléphone portable. On récupère aussi donc des informations de trafic sur le nombre de gens, chaque transaction qui est faite sur un des points d'interaction, on le récupère dans la plateforme et on peut travailler dessus dans un concept big data pour améliorer le service délivré à l'utilisateur final. J'imagine que dans la lignée de ce que disait Olivier Desbiais tout à l'heure, vous avez des engagements à ne pas réutiliser finalement pour votre propre compte à des fins commerciales cette info que vous avez parce que vous opérez techniquement, mais en plus qui vous appartient pas. Enfin, c'est comment ça se présente comment contractuellement? Oui, alors nous en général les informations sont anonymes. Bon, il y a des cas où il y a des cas d'enrôlement où l'utilisateur s'enrôle et on peut avoir des informations nominatives, mais dans la plupart des cas, c'est des informations qui sont anonymes. Donc on reconnaît qu'une personne vient, mais on ne sait pas qui elle est. Voilà. Et après, on a aussi des projets sur puisque le contexte économique aujourd'hui avec les collectivités est assez compliqué, d'avoir un modèle qui fait qu'on peut monétiser l'audience et en contrepartie, la licence de notre plateforme a un coût moindre pour la collectivité. Quand c'est des choses que vous explorez? C'est des choses qu'on explore, oui. Parce que typiquement, celui qui monte à un arrêt de bus à Bordeaux, même si vous ne le connaissez pas nominativement, l'info en elle-même peut vous pousser, surtout c'est les midi moins le quart, à lui pousser une pub pour la pizzeria qui se trouve à l'arrêt suivant ou des choses un peu moins anecdotiques. Oui, donc, voilà, oui. Donc effectivement, si on commence à parler de la publicité, en fait, il y a il y a des sujets qui intéressent énormément les annonceurs, qui est ce qu'on appelle le drive to store. Donc amener les gens jusqu'au magasin. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses sur le web, du retargeting pour faire acheter les gens sur le site web. On a visité un site web, on le repousse à aller terminer son achat, etc. Et tout le domaine du drive to store pour aller dans le magasin physique, où plus de 80% des gens font leurs achats, toujours, il y a toute une problématique autour de ça. Et donc la ville, qui est toujours dans une logique de fournir plus de services à des utilisateurs, mais avec des problèmes de financement qui sont assez importants, va explorer aussi ces pistes-là, et on est un partenaire de la ville pour ça. Et il y a des villes avec lesquelles vous avez commencé, vous êtes à déployer ou à... Alors, la première ville avec laquelle on l'a fait, c'est la ville de Rio, qui, pour lequel on a déployé le réseau, on a investi dans le réseau, et en contrepartie, bien sûr, on délivre l'information de transport aux arrêts de bus de Rio, et en contrepartie, on peut monétiser l'audience. Et la CNIL brésilienne n'y a rien trouvé à redire? Non, pas pour l'instant. Ceci dit, ce sont des modèles, quelque part, on ne reproduit qu'un modèle, on parlait de JC Deco tout à l'heure, qui existe depuis maintenant 50 ans, dans les villes, qui est finalement de mettre en place un mobilier urbain agréable, maintenant de plus en plus connecté, justement, et en contrepartie de quoi ils ont une surface d'affichage publicitaire qui permet quand même aux villes d'avoir un mobilier urbain de grande qualité. Si on réfléchit justement à faire des choses un peu plus sophistiquées, un peu plus deuxième niveau que le pure drive to store, qui est, pour reprendre cet exemple des compagnies d'assurance, de croiser, de prendre une source de données, ou une donnée de certaines catégories, de manière à pousser des utilisations ou des offres commerciales ou une variation de ces offres commerciales dans d'autres domaines ou dans des domaines connexes. Qui va opérer ça demain? C'est des opérateurs de réseau, c'est des opérateurs
de services comme les vôtres. Enfin, typiquement, qui demain va mettre en corrélation vos données de conduite automobile avec, la police d'assurance qu'on va vous proposer en conséquence, ou ça va être les assureurs, ça va être des tiers, ça va être Google Aujourd'hui, ceux qui ont la possibilité et qui cherchent en tout cas à occuper le terrain, c'est clairement les assureurs, avec beaucoup d'initiatives autour de la voiture connectée et plutôt des initiatives qui aujourd'hui sont sur du bonus plutôt que du malus. Mais bon, ça existe depuis toujours, hein, avec quand on sollicite une assurance pour un prêt immobilier, on va vous demander quels antécédents médicaux vous avez et on va utiliser ça pour calculer aussi le prix de votre assurance. Donc là, effectivement, c'est plus de data. Moi, j'ai du mal enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on va avoir du mal à enrayer, parce que ça existe déjà. Donc c'est déjà une pratique. Effectivement, il faut qu'elle ne soit pas pervertie pour que les gens pauvres, obèses puissent quand même. Donc ça, c'est peut-être une responsabilité, quelque chose qui va rester une responsabilité gouvernementale, mais c'est clairement le sens de l'histoire, malheureusement, hein, une discrimination en fonction de ce qu'on sait et avec les bons éléments qui paieront moins cher que les mauvais éléments. Voilà. Mais la question, en fait, au-delà du jugement moral ou de l'appréciation qu'on peut en avoir, enfin, en tout cas, mais c'était vraiment en termes de business. Est-ce que les assureurs arriveront à en garder le contrôle? Est-ce qu'il n'y aura pas des agrégateurs de données qui vont, eux, faire toutes ces corrélations et ensuite revendre l'info pertinente à des assureurs, des constructeurs de bagnoles, enfin... Pour ma part, ils ont un vrai enjeu. Là. Les assureurs, ils sont tous un peu à cran parce que celui qui est en train d'avoir des modèles et qui a le plus de data, c'est Google aujourd'hui. Et les modèles actuels, on sait qu'ils sont basés sur de la statistique, donc celui qui possède des données, capable de faire des modèles. Ce qui manque à Google, même s'ils ont beaucoup d'argent, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour devenir assureur. Mais s'ils sont capables de le faire, Ils l'ont. Largement. Pas assez encore pour devenir assureur. Je pense pas. Enfin, je pense qu'ils ont pas encore assez de fonds propres pour devenir une grosse compagnie d'assurance. Ça viendra, mais je pense que l'enjeu est là. Ils sont capables de faire des produits d'assurance qui sont basés sur des statistiques de data qui sont tellement meilleurs que ce que les actuaires ont. C'est un premier danger. Peut-être que les objets peuvent peut-être permettre à des assureurs de capter de la data sur leurs assurés actuels pour essayer d'améliorer leurs algorithmes. Et l'autre chose, j'étais en Allemagne un jour, c'est un fabricant automobile, et là, ils ont la même peur sur la data aussi, sur Google, parce que la voiture demain sera une voiture entièrement automatique, et je pense qu'aujourd'hui, Google est en train de prendre une avance sur eux dramatique, enfin pour eux, entre guillemets, et ce qui fait que voilà, tout ça aujourd'hui, c'est la data, en fait, qu'elle soit liée à de la géolocalisation, scanning d'espace comme fait Google, mais l'art de la guerre, c'est d'avoir les données et tout par silo et après agrégé de façon transversale. Je pense que c'est ça le nerf de la guerre. Monsieur Romero. Yeah, thank you. Actually, I think this opens another very interesting debate because, indeed, we're going to transform everything into who gets the most data will be able to get the most business out of it. Now, there comes then with several other questions of who is the owner of the data and why should Google be able to use my data if I've not allowed Google to use my data, as an example, and so on and so forth. So I can foresee very new business models coming into place just with trading of data, and that will be coming. Also, what about data privacy? So who's going to protect my data or what's my data? And if every of the objects that are around me are able to gather data that will then be collected by someone and processed, and being able to know all about me, it becomes getting a little bit scary if there's no protection behind. And then how do we make sure that all this data is going to be protected and secured, because then it comes the hacking part of it, and people being able to change things. Just imagine we were talking about connected cars, your connected car being hacked and going straight 200 kilometers an hour against the wall because you have no control on it. So there are several interesting things about data and the Internet of Things and how this will develop. And we're at very early stages, so many new things to come and many new business models that we have
probably not even thought of. Alors en français, but I think the point you made about cars being directed to used for terrorism attacks is something that the FBI is actually investigating with Google. So it's not science fiction, it's real concern. Oui, je pense qu'effectivement, moi je rejoins complètement ce qu'a dit Ludovic et qu'effectivement il y a un véritable enjeu autour de la data, qu'aujourd'hui c'est Google qui est clairement le mieux placé, que les trading desks de data c'est déjà une réalité, ça commence. Donc on a une véritable problématique là-dessus qui, à mon avis, est encore plus présente dans les pays émergents où la privacy, on l'a vu dans les derniers sondages qui ont eu lieu, privacy est vraiment un souci très très faible dans des pays qui ont une faible expérience de la démocratie. Donc on a là un sujet qui peut vraiment exploser dans certains pays. Et on le voit aussi en Éthiopie, par exemple. Donc c'est quelque chose qui nécessite que les citoyens se préoccupent vraiment de ce sujet. Bon, après, je pense qu'il y a aussi des effets positifs à cette massification de la data qui sont la capacité à avoir une compréhension sur des maladies, à soigner des maladies qu'on était incapable de soigner ou de comprendre jusque-là. Il y a quand même aussi la possibilité de prévenir des accidents de la route de manière beaucoup, beaucoup plus efficace puisqu'on saura exactement dans quelles circonstances ces gens ont des accidents. Donc il y a aussi des choses qui sont extrêmement positives et qu'il ne faut pas oublier. Et voilà, il ne faut pas que la paranoïa prenne toute la place. Absolument, mais enfin, il y a quand même un enjeu économique et de souveraineté. S'agissant de la fiscalité, les pouvoirs publics se suivent et font toujours les mêmes moulinets avec les bras pour dire qu'à un moment on va résoudre les sujets d'inéquité fiscale. Là, avec la data, de la même manière, s'agissant d'entreprises, Amazon, Google, enfin, on va retomber sur les mêmes. Hein, les GAFA, une fois de plus. On est relativement impuissant aujourd'hui sur l'encadrement de ce qu'ils vont stocker demain et de la façon dont ils vont l'utiliser. Ou est-ce que c'est trop pessimiste, Olivier? Et puis après, peut-être on prendra les 5 ou 10 minutes de questions qui ont été allouées par le maître du temps au début de session. Moi, je voulais juste réagir à quelque chose que j'ai entendu. Enfin, moi, ce qui me paraît important pour, je dirais, l'ensemble des parties prenantes dans l'écosystème des objets connectés, et dans les parties prenantes, je mets également les individus, c'est que s'il y a de la captation de données, que ce soit pas de manière passive, que les individus aient un rôle actif à jouer, qu'ils soient en capacité, je dis qu'ils soient en capacité de contrôle et qu'ils soient bien informés. C'est pas uniquement pour être en phase avec la loi et des recommandations qu'on peut avoir, mais c'est pour qu'il y ait une relation vraiment de confiance entre les individus et les sociétés qui sont susceptibles de commercialiser des produits ou des sociétés qui sont susceptibles d'acheminer des données. Ouais, voilà, ça c'était un petit schéma qui est issu également de notre cahier qui soulignait juste l'arrivée des logiques usage dans les assurances et les mutuelles, mais on en a déjà parlé tout à l'heure. Moi, ce qui me paraît important, c'est que je reprends l'adage que j'ai utilisé au début, lorsqu'on dit si vous ne payez pas pour un service, c'est que vous en êtes le produit. Donc, sous-entendu qu'il y a des modèles économiques qui reposent fortement sur la publicité et sur la valorisation des données sur des marchés bifaces. Donc, je prends les données des individus puis je les commercialise auprès d'autres entreprises qui sont intéressées par ces profils. Je dirais que pour une fois, et dans le domaine des objets connectés grand public, vous avez des individus qui payent pour des objets. Donc, vous avez un modèle économique qui peut être un petit peu différent. Donc, la finalité de faire des profils sur les individus et la logique uniquement publicitaire, on peut trouver des alternatives, puisque pour une fois, les modèles économiques ne reposent pas uniquement sur ces données, mais il y a bien un individu qui paye pour s'équiper d'un objet qu'il va avoir chez lui. Donc ça, je trouve que c'est quand même un axe qui est important à avoir en tête, c'est comment je partage l'information et j'offre du contrôle une nouvelle fois à l'utilisateur. Sous réserve de savoir contrôler ou maîtriser, je dirais, les utilisations ou les reventes secondaires. Enfin, Virginie parlait des trading desk de data. Demain, je peux m'équiper d'un bracelet Withings ou Fitbit, en l'occurrence non pas Fitbit pour l'instant, et d'un iPhone. Donc avoir mes data qui sont stockées dans le Health Kit d'Apple, qu'Apple a donc j'ai contracté avec Withings, en tout cas mais Apple via le Health Kit récupère mes données et les commercialise à Generali, AXA ou que sais-je, en tout cas au moment où je vais vouloir m'assurer. Le scénario que vous évoquez, nous parlerait, il y aurait un détournement de finalité si c'était vraiment fait comme ceci, parce que
Là, pour le coup, ce serait. Ça serait pas bien, Sur alors. une étude juridique, voilà, on va dire que ce serait pas Ça bien. serait non. vraiment pas bien. Non, Non, la question, quand même. c'est qui serait le responsable de traitement dans un vocabulaire revendique et liberté, mais ça pourrait être de la responsabilité de l'entreprise avec laquelle vous contractez initialement. Donc, par exemple, WeSing, de s'assurer que les prestataires avec lesquels elle est susceptible de travailler utilisent les données pour la même finalité que la sienne. Donc, qu'il n'y ait pas justement un détournement de finalité, que je veux juste compter mes pas et qu'au bout du compte, ce soit mon assurance qui récupère mes pas sans que j'en sois informé ou sans que je puisse le contrôler. Merci, il est 10h52, donc avec 3 minutes d'avance sur l'horaire, je vous propose de réagir ou de prendre la parole. Alors je rappelle le principe aux uns et aux autres, il suffit d'appuyer sur le bouton pour avoir accès directement à votre micro. Ça se fera aussi simplement que ça. Juste, Philippe me permet simplement, j'ai fait une petite boulette, hein, ça arrive. Mais on a tous un code secret Wi-Fi individuel. Donc tout à l'heure, je vous ai donné un code aux uns et aux autres. Mais en fait, il n'y en a qu'un seul qui le possède. C'est un peu comme au loto, on ne sait pas qui c'est, mais il est dans la salle. Donc ce que je vous invite à faire, c'est qu'il y a un bulletin. Il y a un Imaginez bulletin comme bien ceci. ce que la NFR va pouvoir faire de la compilation de vos données individuelles de consultation Wi-Fi pendant cette journée. Je vous invite d'ailleurs à exercer vos droits d'accès en envoyant un petit mail aux organisateurs pour savoir. Voilà, ensuite. Donc voilà, enfin vous le trouvez à l'accueil, là vous avez récupéré votre dossier les uns et les autres en rentrant tout à l'heure. On vous donnera une fiche et vous pourrez donc accéder au Wi-Fi si ce n'est pas le cas dès maintenant. Allez, il nous reste 2-3 minutes encore une fois. Ce qui serait bien, c'est qu'on prenne une question. Madame, alors appuyez sur votre... Présentez-vous, appuyez juste sur le bouton. Oui, Voilà. bonjour. Patricia Martigne, je travaille à Orange sur les aspects normalisation de l'Internet des objets. Alors, c'était pas tellement une question que j'avais, c'était plus un commentaire supplémentaire par rapport au débat qu'on vient d'avoir sur la massification des données qui contrôle la donnée. Et en fait, en normalisation, donc Louis Georges est bien au courant, il y a donc un standard en cours d'élaboration qui émane de l'ETSI, mais qui a pris une ampleur internationale, qui s'appelle 1M2M. Et là, effectivement, le principe de ce standard, c'est réellement de permettre l'accès à toutes les données de différentes applications, donc de travailler en transverse et de permettre ce partage des données entre les différents acteurs de l'Internet des objets. En termes de business model, on a défini en gros un rôle de service provider, donc le fournisseur de services, qui vient au-dessus des couches de connectivité. Et donc ce standard se veut agnostique en quelque sorte de ces couches de connectivité. Donc on se base quand même, on a toujours ces problématiques de connectivité, d'où les discussions sur l'attribution de bandes, de nouvelles bandes, pour ces services de l'Internet des objets, parce qu'on voit que c'est quand même un vrai souci pour que tout ça fonctionne. Mais au-dessus, on monte dans les couches et pour le partage des données entre les différents acteurs, on voit qu'on commence à avoir quelque chose qui se construit et qui va du coup équilibrer les choses par rapport à Google justement, parce que c'est vrai qu'ils sont prédominants sur le secteur, mais ça va permettre de rééquilibrer les choses. C'est l'initiative DataVenue, c'est ça? Alors au sein d'Orange, effectivement, je vois que vous êtes bien au courant. Donc effectivement, on a des experts qui travaillent en la matière, mais là je parle vraiment d'un standard international, donc qui va au-delà de l'expertise Orange. Mais bien sûr, donc Orange fait partie des contributeurs à ce standard. D'ailleurs, dans 2 semaines, il y a une grosse exposition de premières preuves de concept de ce type de standard à Sophie Antipolis dans les locaux de l'ETSI. Voilà, c'est un petit coup de publicité. Une autre intervention? Alors, voilà, monsieur. Oui, c'est juste Jean Cugnet, ministère de l'économie, CGS. Juste une question sur Sigfox. Vous parlez de microwatts ou milliwatts, microwatts pour la puissance des objets. Ça signifie que les couvertures doivent être ridicules en termes de distance. Donc, quelle est votre couverture? Il faudrait des centaines de milliers de stations pour couvrir la France. Donc, quelle est votre couverture actuelle? Quelle est votre cible de zones de couverture pour votre service? Aujourd'hui, on est encore en milliwatts. Microwatts, c'est l'enjeu d'après.
Mais aujourd'hui, on couvre la France avec à peu près 1400 antennes. Et donc on a une couverture à haute d'heure à peu près à 90-92% de la couverture à haute d'heure. Et en population, on est à 85% de la population avec seulement 1500 antennes. Et en indoor, parce que Indoor, c'est ça, 85% de la population indoor. Et on continue à densifier. On a des stratégies de densification aujourd'hui. Et parallèlement au fait qu'on va développer des stations en microwatts, des composants en microwatts, on va se retrouver avec des cellules qui devront faire mécaniquement entre 1 et 2 km de diamètre, de rayon. Donc là, il faudra effectivement trouver d'autres solutions. Il y a des choses qui sont en cours de... Mais aujourd'hui, les rayons sont en rural. On a des rayons de 50 km. En ville, on a plutôt 15 km. À Paris, on doit avoir une couverture sur 15 antennes. Parce qu'il y a du béton. Là, on est en train de couvrir San Francisco en ce moment. Et comme c'est un peu plus compliqué en termes d'infrastructure, on a 40 antennes pour San Francisco. Mais ça reste quand même des ordres de grandeur. Pour vous donner un petit ordre de grandeur, quand même, la couverture de la France n'aura coûté que 5 millions d'euros. Ce qui est ridicule par rapport à un investissement d'une infrastructure téléco classique. Une dernière question, peut-être? Monsieur, allez-y, ouvrez votre micro. Oui, bonjour, Jean-Paul Cheb, LS Telcom. Je voulais enchaîner un peu sur la question précédente à Sigfox. Vous avez parlé d'applications de tracking. Et je voulais savoir si la technologie Sigfox permettait de localiser un objet, ou bien est-ce que lui-même devait émettre sa position ou des informations sur sa position. Alors aujourd'hui, il y a 2 offres qui sont sorties. Alors encore une fois, c'est pas Sigfox, nous on est encore une fois que le tuyau, je précise bien pour pas éviter de toute. Il y a 2 offres. Effectivement, il y a des sociétés qui font comme des trackers, comme Tracker, qui elle met un GPS plus Sigfox, et donc la position GPS est captée par le composant GPS est envoyée via le réseau Sigfox. Et il y a d'autres fournisseurs qui eux travaillent sur des palettes. Donc là où la précision qu'on fournit Sigfox sans GPS est de l'ordre de 1 km. Donc ce qui permet d'avoir par contre des autonomies sur 7 ans avec une petite pile bouton et écouter quasiment rien. Par contre la précision reste à 1 km, ce qui est relativement suffisant, parce que quand vous êtes un grand de la distribution, vous savez à 1 km près dans quel hangar se situent à peu près vos palettes. Et là par contre l'enjeu c'est le coût et l'autonomie. Donc les 2 existent aujourd'hui. Et l'autre truc d'asset tracking qui est aussi sympathique à faire, c'est que maintenant, vous savez que pour 1 ou 2 centimes, vous avez un accéléromètre. Donc vous êtes capable de mesurer en routant à 2 centimes à un composant, savoir combien de temps il travaille par jour. Donc vous êtes dans un travaux public, etc. Vous savez comment votre grue, votre compresseur aura tourné par jour. Donc tout ce qui est gestion des assets, et pour moi, au-delà de la localisation, ça transforme même en l'agriculture. Par exemple, aujourd'hui, on sait tous qu'il y a plein de tracteurs, de vaches qui se font voler, tuer sur place et déposer sur place. Bon, voilà, un composant qui va coûter $2 dans le collier d'une vache vous permettra de savoir si elle est en bonne santé, déjà, si elle bouge, mais en même temps, si la nuit, elle est trucidée ou si on vous vole votre tracteur. Voilà. Donc, c'est des trucs qu'il faut voir qu'arriver à ces prix-là, tellement bas, que c'est le tracking d'assets, et pour moi, il y a quelque chose de fabuleux, quoi. Mille mis à part. J'ai une question. Si je mets 10 000 balises Sigfox et je veux utiliser donc le réseau, ça me coûte combien? Je ne sais pas vous dire, parce que je sais pas, ça va être 4 € par an à peu près. 4 € par an par objet. Si vous êtes à 1 million, ou comme nos Espagnols de Securitas Direct, ils sont à 80 centimes par an. D'accord. Parce qu'ils sont sur du volume. Et je pense qu'on est dans les telcos, ça continuera à baisser. Mais bon, on commence à avoir des prix, c'est par an. Hein. Bon, donc peut-être il y a un deal qui s'est fait. Peut-être, est-ce que je peux vous proposer ou suggérer en une phrase, de faire un dernier tour de parole, mais en une phrase, finalement, d'exprimer ce qui est pour vous le message clé de l'heure et demie qu'on vient de passer ensemble, et ce que peut-être vous souhaiteriez qu'il en soit retenu, peut-être en commençant par M. Romero. Well, that's going to be difficult. Well, I think what I've learned in one sentence is that the Internet of Things have started. It's very widespread, but we need to keep on working on it, and there are already solutions for the market. Je vais faire une pub pour la conf numéro 3 et un petit mot qui est Sky is the limit. Et vous verrez dans la conf numéro 3 où il y a un intervenant d'Airbus qui parlera de la couverture mondiale où les objets vont aussi pouvoir communiquer avec des satellites. Et pour moi, c'est ça, c'est la couverture globale, satellite, sol, n'importe où dans le monde, les objets entièrement connectés. Et donc je pense que c'est une opportunité de business gigantesque et peut-être une chance pour l'Europe de revenir dans la course de l'Internet. Merci.
Moi, je vais rebondir peut-être sur la fin du débat, sur la question de la souveraineté et de la souveraineté de française et européenne et la problématique des data. Et pour moi, il est important que les startups et toutes les personnes qui innovent dans l'écosystème des objets connectés se préoccupent pas seulement de vendre des objets, parce que ça c'est bien, mais malheureusement il y a trop peu d'objets qui permettent de vendre du service derrière et du coup de garder aussi des datas. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir autour de comment est-ce qu'on peut avoir des services qui permettent de garder les datas localement et de monétiser sur des modèles qui sont peut-être aussi plus pérennes que les objets. Et peut-être en passant également, dernier point, de choses qui sont nice to have, des choses qui sont vraiment must have. Moi, je pense que c'est l'étendue immense des services qu'on va pouvoir proposer et qu'on doit imaginer en s'appuyant sur ces objets connectés et également sur tout ce qu'on a dit sur la partie data. Et là, je pense qu'on n'a pas imaginé le millième, le 10 millième de tout ce qui va pouvoir être créé et de qui seront les nouveaux acteurs qui vont émerger demain. Très user-centrique, donc une nouvelle fois que les objets connectés, que leurs données soient aussi au service des individus et qu'en tout état de cause, les individus puissent avoir un contrôle sur les données qui les concernent et que c'est aussi une condition du développement de tout l'écosystème des objets connectés. Et si j'ajoute, mon mot personnel, c'est qu'effectivement, on a parlé, le débat a monté ces dernières années au moins sur les objets connectés et il me semble que service connecté, c'est plus juste et ça recouvre à peu près l'essentiel de ce qui s'est dit à l'instant. Merci beaucoup. Merci à tous les 6. Applaudissements s'il vous plaît pour cette première table ronde.